Bonjour les héros. Alors petite vidéo, enfin petite grande vidéo sur plein de films dont j'ai envie de vous parler. Alors, Parvana, Billie Holiday, Le règne animal, La zone d'intérêt, Anatomie d'une chute, L'épreuve, Hors du temps, la série télé, c'est la seule série dont je vais vous parler, avec le film aussi, Everest, La vie rêvée de Miss Fran et Là-haut. Donc ça fait beaucoup de films, donc une petite vidéo un peu longue. Bisous les héros, surtout mettez le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, c'est très important pour la chaîne. Merci. Allez, c'est parti les héros, générique. Parvana, réalisé par Nora Tonnet. Alors, il date de 2017, mais il est sorti en France en 2018. C'est produit par le Canada, l'Irlande et le Luxembourg. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un animé. Alors, il y a un mélange d'images animées classiques et puis il y a un mélange d'images oniriques parce qu'il y a le papa qui raconte l'histoire et par la suite Parvana qui raconte des histoires pour parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas tout ça, donc on raconte des histoires au coin du feu le soir. Ces histoires sont contées avec ces images on dirait en ombre chinoise avec des couleurs. Ça m'a fait penser au film Léonard de Vinci qui est sorti l'année dernière. C'était un peu le même genre d'image. Alors est-ce que c'est le même studio? Là, c'est Cartoon Saloon et Aircraft Pictures qui fait l'animation. Est-ce que c'est les mêmes? Je n'en sais rien. Alors la voix de Parvana, c'est Goït Fetet Farah Ani. Alors je suis en train de cartonner son nom. Donc c'est une comédienne franco-iranienne et qui prête sa voix à Parvana. La musique est de Jeff et Michael Dana. La musique est très importante, elle est très très belle, autant que les images. Franchement, je vous conseille vraiment pour ça déjà. C'est l'histoire en fait de Parvana qui a 11 ans. Elle vit sa vie en Afghanistan. Donc je pense que ça se passe au moins en 2000, enfin, début des années 2000, j'imagine. Le pays est pris par les talibans, donc donc les femmes n'ont plus aucun droit. C'est-à-dire qu'avant elles pouvaient aller à l'école, même les hommes pouvaient aller à l'école, et là tout est fermé, il n'y a plus rien. Et le père de Parvana est un ancien professeur qui ne peut plus enseigner puisque on a fermé les écoles. Et donc il est au marché avec sa fille, il doit vendre le peu d'affaires qu'il a, dont une robe que Parvana regarde et qu'elle n'a pas du tout envie que son père vende. Et là sur ce, il y a Idriss qui arrive et qui est avec un autre monsieur qui s'appelle Razak, qui est vachement plus. Idriss prend la tête au papa en lui disant ouais, tu es mon ancien professeur, tu m'as mis des idées débiles dans ma tête et tout, et t'as vu où t'en es, t'es une grosse merde en fait. Alors qu'en fait c'est lui la grosse merde, mais bon. Razak va lui dire mais non mais laisse tranquille et tout, et en plus le papa a quand même une chambre en moins puisqu'il a fait la guerre d'Afghanistan. Puis le papa va raconter des histoires à sa fille parce que c'est un conteur né. Et il raconte l'histoire de l'Afghanistan, qui était un pays sublime, où, en paix, et il y avait des nations guerroyantes tout autour, mais eux étaient en paix. Et voilà, donc il dresse un peu le topo sur l'Afghanistan et la paisibilité qui pouvait exister avant que les talibans arrivent. Là, il rentre à la maison parce qu'ils vendent rien, et puis à la maison, il y a sa fille aînée Soraya qui l'attend, sa femme Fatima, et le petit garçon qui s'appelle Zaki. C'est un petit qui a moins de 2 ans, donc allez, à cette période où ils vivent, il n'y a que les garçons qui peuvent acheter dans les magasins, les hommes, et les garçons qui peuvent acheter dans les magasins de la nourriture, tout ça. Donc sans hommes, les femmes deviennent indigentes, quoi. Elles n'ont plus de quoi manger, elles peuvent même pas faire la mendicité dans la rue, puisqu'elles n'ont pas le droit. Donc même couvertes, même avec la burqa. Donc en fait, à ce moment-là, Idriss débarque dans la baraque et enlève le père et le traîne en prison, juste parce qu'il a refusé, parce qu'effectivement, je ne vous ai pas dit, il a demandé la main de, de Parvana à son père quand il était sur le marché, et lui il a refusé en disant qu'elle était déjà promise, alors qu'en fait c'était pas vrai, c'était juste pour protéger sa fille. Et donc Idriss forcément l'a mal pris, et voilà, donc il l'emmène en prison. Donc les trois femmes se retrouvent seules. Parvana peut rien faire parce c'est une petite fille. Soraya, bah, c'est une jeune femme, donc encore pire. Donc elles vont essayer quand même, la maman et Parvana, ça veut dire papillon en plus. Hein. Donc ils vont essayer d'aller vers la prison. Ils vont traverser la ville de Kaboul.
Sauf que, bah, même, avec la burqa, elle se fait arrêter par un mec qui la tabasse et donc elle est obligée de rebrousser chemin, donc il y a pas trop de solutions. Donc Parvana va devoir se faire couper les cheveux, va devoir se couper les cheveux pour pouvoir se faire passer pour un petit garçon, pour pouvoir au moins acheter à manger parce qu'ils ne peuvent même pas acheter à manger. Et donc il y a cette scène où dans le elle rentre elle commence à arriver sur la porte de l'endroit où on achète de la nourriture, un petit magasin, et elle ose même pas rentrer parce qu'elle est pas du tout habituée. Et là, le monsieur au comptoir lui dit: «Ah mais rentre, qu'est-ce que tu fais le timide et tout?» Donc elle rentre, elle achète un truc, elle est super joyeuse. Et là, elle voit passer un petit garçon qui se fait poursuivre. Et quelques jours plus tard, elle le revoit, sauf que le garçon la reconnaît, il reconnaît que c'est Parvana. Et elle a peur sur le coup, mais lui, il lui dit: «Mais non, mais tu me reconnais, je suis ta copine de classe, Osia, on était en classe et tout.» Et l'autre, elle dit: «Ah ouais, et tout.» Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas la seule petite fille à se faire passer pour un garçon, sauf que Josiah, elle, ça fait longtemps qu'elle se fait passer pour un garçon, donc elle a l'habitude, elle est super démerde, c'est une petite fille qui a plein de joie de vivre, elle a envie de faire plein de choses de sa vie, elle a envie de voir la mer, elle est pleine de rêves, parce que ces rêves-là, toutes ces histoires même que Parvana va continuer à raconter à sa famille, à la maison, parce que le père n'est plus là, donc elle va prendre la place du père, bah, c'est ce qui leur permet de survivre. Et dans ce qu'elle raconte, les histoires qu'elle raconte surtout à son petit frère, Zaki, c'est un jeune garçon qui vit dans un village, et tout ça c'est en images, comme des images d'ombre chinoise, colorées bien sûr, et donc ce petit garçon, ce jeune garçon va être un peu maltraité par le village parce qu'il fait un peu gringalet. Et donc lui, bah, c'est le seul à avoir le courage d'aller affronter la terreur qui les empêche de vivre. C'est un éléphant sur sa montagne qui sème la terreur dans tout le voisinage. Et en fait, lui, il va gravir cette montagne. Donc voilà, c'est pendant tous les moments qui va se passer dans le film. Parvana va le soir raconter la suite de l'histoire, et même à sa copine Shozia. C'est ce qui permet de sortir de cette réalité atroce, tragique, impossible. Elle est obligée de vendre les affaires sur le marché, aussi de travailler à la mine avec, enfin c'est une sorte de plaine avec des gaz qui s'échappent. On se dit si on travaille là-dedans, on va crever dans la seconde. C'est un peu ce qu'elle est obligée de faire pour pouvoir amasser de l'argent, pour pouvoir soudoyer un employé de la prison pour faire sortir son père. Razak, va revenir sur le marché et va lui demander mais où est passé le monsieur. Il va lui apprendre qu'en fait son cousin travaille à la prison, et donc parce qu'elle va lui dire ce qui s'est passé. Et donc voilà, il va lui dire va à la prison tel jour à telle heure et demande à parler à telle personne et tu récupéreras ton père. Enfin, peut-être. Donc Parvana continue quand même à travailler pour amasser de l'argent, et donc elle va sur cette mine, et cette mine à ciel ouvert, Idriss les voit, les deux gamins, et il va venir les asticoter, les chamailler, même violemment. Et donc il va reconnaître Parvana, il va la poursuivre. Mais Josiah, elle sait qu'il y a une sorte de caverne où seules des petites tailles peuvent passer, elles vont réussir à se sauver dedans. Lui, il peut pas passer, il va même tirer dedans, enfin, il a aucune pitié, quoi. Et quand il va revenir vers les talibans, parce que, bon, ils vont lui dire, ouais, il faut aller à la guerre, là, il emmène pas large, d'ailleurs, il se fait frapper, et il est là, il est tout penaud. Et c'est ça la tragédie, c'est qu'en fait, lui-même se fait persécuter, et il n'a pas d'autre envie que de persécuter sa rage, il va la ramener sur d'autres personnes. Et c'est ça qui est terrible, c'est que il sent qu'il a un petit pouvoir et il le prend, et il a aucune compassion. En fait, il se remet pas du tout en question, et là, face à des mecs balèzes et des chefs, bah, il l'emmène pas à large, et voilà, on sait qu'il va partir à la guerre, il va certainement crever. Donc voilà, je vous raconte pas la fin. Je vais quand même vous raconter ce truc-là, si vous voulez pas l'entendre, allez un peu plus loin. Mais le petit garçon qui va affronter le dieu éléphant, en fait, c'est Soliman, son grand frère, qui un jour dans la rue a attrapé un jouet. Il croyait que c'était un jouet, mais en fait c'était une mine. Il a explosé, en fait, il est mort. Donc voilà, c'est la tragédie des enfants afghans, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent de cette manière-là, quoi. Mais ce que je retiens du film, c'est que ces gamines, elles rêvent, elles continuent à rêver, à croire qu'il y a une vie meilleure. D'ailleurs, quand Josiah sait que Parvana
essaie de libérer son père et s'enfuir, elle lui dit: «Rendez-vous dans 20 ans». En fait, elle a encore l'espoir et elle se projette dans l'avenir. Donc en fait, elles ont encore cette capacité en tant qu'enfant de croire que tout peut s'arranger un jour et elle s'accroche à cette idée et Josiah, elle a ce rêve de voir la mer, de pouvoir s'installer. Enfin, c'est tellement beau, on a envie de les prendre dans les bras, on a envie de les embrasser, on a envie de les sauver. Voilà quoi, on a envie de faire que toutes ces personnes et dont le père même de Parvana, parce que c'est un homme bon qui protège ses enfants et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour eux et pour elles et qui en fait se retrouve en prison alors qu'il a rien fait le pauvre. Et voilà, moi ça m'a donné un peu les larmes aux yeux ce film. D'ailleurs j'ai les larmes aux yeux quand je vous raconte Parvana. Donc une enfance en Afghanistan, vraiment je vous le conseille. Billie Holiday, une affaire d'État. Alors moi, je connaissais pas du tout sa vie, je connaissais ses chansons forcément, hein, parce qu'elles sont très connues. C'est un film de 2020. Alors avec la crise du Covid, ça a été compliqué de le sortir en salle. Il est sorti en salle, je crois, en juin 2021. Donc à la suite du 3e confinement, hein, il est sorti. Donc moi, je l'ai pas vu parce que vous savez qu'avec les pathologies pulmonaires, on pouvait pas trop aller dans des lieux clos, hein, donc je ne l'ai pas vu au cinéma et je regrette vraiment. C'est un très beau film. Alors il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. C'est Andra Day qui joue le rôle de Billie Holiday et elle est extraordinaire. Franchement, en plus c'est son premier film. Elle n'avait jamais joué avant. C'est pas du tout à la base une comédienne. La réalisation c'est Lee Daniel qui a fait le majordome, hein, que j'adore avec Forest Whitaker. C'est un film que je regarde assez régulièrement d'ailleurs. Le scénario, c'est de Suzanne Laurie Park, inspiré par le livre La Brimade des stupes de Joan Hari. Alors, Andrade a obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice. Elle a été nominée aussi à l'Oscar comme meilleure actrice, bon, elle l'a pas eu. Travandredes joue Jimmy Fletcher, qui a joué dans Wentworth et il joue actuellement, ou est-ce que le tournage est fini, avec Terrence Malick. J'aime beaucoup aussi Adrienne Lennox qui joue sa maman, qui a une réplique assez mémorable dans le film. Gareth Eldon qui joue Harry Anslinger, personnage horrible, historique en plus, donc qui a vraiment existé. Il avait joué, alors quand je regarde les films, je me disais, j'ai déjà vu sa tête quelque part. Puis après, je me suis dit, mais ouais, c'est le mec qui joue Patrocle dans 3 en 2004 avec Brad Pitt. J'ai été surprise de voir Tyler James Williams, qui a joué dans Walking Dead, c'est le rôle de Noah, mort atroce dans la 5e saison. Et il joue Lester Press Young. Alors, l'intervieweur est joué par Leslie Allen Jordan. C'est son dernier film puisqu'il est décédé peu de temps après. Parce qu'au début, ça commence par l'interview de Billie Holiday. Et il n'a pas l'air très commode avec elle au départ. Alors, la bande originale a remporté le Grammy Award de la meilleure bande originale. Il faut savoir qu'en 1937, une loi contre le lynchage des Noirs a été votée aux États-Unis. Il faut savoir qu'en février 2020, on en est toujours au même point, puisque la loi anti-lynchage est examinée par le Sénat des États-Unis et n'a toujours pas été adoptée, malheureusement. Donc ça craint, ça craint. Alors le film parle de la chanson Stranger Fruit. J'ai du mal à le dire en anglais, fruit, en français. Alors, Abel Meeropol a écrit et composé cette chanson qui est tirée d'un poème de 1937. Alors cette chanson dénonce le lynchage des Noirs et de ces arbres où les personnes sont pendues. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Stranger Fruit. C'est étrange fruit quoi. Et à l'époque cette chanson démarquait un peu du répertoire de Billie Holiday qui chantait All of me, da 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 da. Enfin je sais pas la chanter mais bon voilà. Et la chanson démarre par les arbres du sud donnent d'étranges fruits. Et quand on entend, en fait, ce qui est bien dans le film, c'est que bon, les paroles c'est sous-titré en français, donc on comprend toutes les paroles et ça fait froid dans le dos parce que moi je la connaissais pas du tout. Enfin, j'avais jamais réalisé ce qui était dit dans cette chanson. Alors Billie Holiday a enregistré cette chanson en 1939. En fait, cette chanson, elle pouvait pas la chanter sur scène parce que le gouvernement avait décidé que cette chanson était à l'encontre du bien de la communauté, quoi, blanche, on va dire. Et donc, elle a été poursuivie à cause de cette chanson. Bon, pour l'histoire, en 1978, cette chanson a été intégrée au Grammy Hall of Fame
et Time Magazine l'a élue chanson du siècle. Donc en fait, elle n'a pas connu ça, Billie Holiday, malheureusement. Cette chanson a été reconnue par la suite et c'est ce qui compte, quoi. Alors le film démarre par effectivement que Billie Holiday ne peut pas interpréter Stranger Fruit et elle va quand même le faire sur la scène. Et Harry Jacob Anslinger à la tête du bureau fédéral des stupéfiants, hein, des stupéfiants narcotiques, je sais plus comment ça s'appelle, va tout faire pour la faire plonger. Comme il peut pas la faire plonger pour autre chose, il veut la faire plonger pour drogue, possession de drogue et voilà. Donc il appelle l'agent Fleischer, un black, pour rentrer dans son cercle et démontrer qu'elle a de la drogue et pour pouvoir après l'arrêter. Alors au début, l'agent Jimmy Fleischer, bah, ouais, il fait son boulot en fait. Il dit, voilà, il se sent bien intégré chez les Blancs et donc il a quand même un super bureau dans le service des narcotiques. Enfin voilà, il se sent important. Donc il va faire ce qu'on lui dit. Et mais bon, voilà, il va s'apercevoir que ce qu'il fait, c'est pas bien du tout. Et quand elle se fait arrêter par sa faute, hein, parce que c'est lui qui la dénonce. Il revient dans ce bureau où il a un super bureau, il a été au gradé à ce moment-là. Enfin bon, il a tout ce qu'il faut, sauf que sa mère, quand elle apprend ça, elle lui dit mais ce que tu as fait, c'est vraiment très très mal. Elle lui dit que Billie Holiday essaye de faire inventer la cause, elle est une héroïne pour les Noirs américains. Et là, il va commencer à lire, enfin lire, non, il va commencer à écouter vraiment les chansons de Billie Holiday. Et là, il va comprendre qu'il a fait, progressivement, il va changer d'avis sur elle. Il va se dire, ouais, effectivement, ma maman a raison de dire ça. C'est une personne extraordinaire qui essaye de parler de la situation des Noirs américains. Ces chansons, même qu'elle parle de lynchage ou de choses tout à fait basiques comme l'amour, sont magnifiques. Et donc là, Anslinger va quand même lui dire, va la surveiller, va en prison, va la voir et tout, essaye de rester dans son cercle. Et donc voilà, il va venir en prison et Holiday est pas est pas bête, hein, va comprendre pourquoi il est là. Et lui, il va lui dire, hein, de toute façon, il va lui dire, faites attention, quoi, parce que voilà. Et il y a toute une histoire parce que Billie Holiday est aussi très mal entourée. Elle a des maris, enfin, elle a eu plusieurs hommes dans sa vie qui la maltraitent parce qu'elle a eu une enfance très très pauvre où elle a été maltraitée, elle n'a pas été aimée. Elle a une mère qui travaillait dans un bordel. Enfin, c'est vraiment une enfance atroce qu'elle a eue. Et donc elle s'est construite avec ça et elle peut pas faire autrement. Et c'est vrai elle se maltraite en fait en étant avec ces hommes qui la maltraitent. Et comme si qu'elle méritait pas ce qu'elle avait de bien. Et ce que Hans Singer n'a pas réalisé, c'est que Fletcher, il va tomber amoureux de Billie Holiday. Et il y a tellement de scènes qui sont magnifiques. Il y a un plan séquence au milieu du film où justement elle est dans son van, c'est une sorte de petit car où ils vont sillonner l'Amérique pour chanter. Euh, et d'ailleurs, Fletcher les suit en voiture parce que Singer lui a dit de les suivre. À un moment, elle s'arrête et elle va se promener un petit peu. Elle a besoin de respirer hors du car et elle va entendre des cris et elle va voir une maison complètement calcinée et puis un homme pendu et puis sa femme, ses enfants, j'imagine, en train de pleurer, d'hurler. Et là, elle rentre dans une maison et là, il y a un plan séquence où elle rentre dans cette maison, la caméra la suit, elle hurle, elle est déchirée, et puis il y a cette copine là qui les suit dans le car, qui est un peu sa, sa dame d'atour, on va dire, et qui lui met un manteau et d'un coup la scène, elle sort de cette maison et elle est sur une scène devant des projecteurs et elle chante Stranger Fruit. C'est ça qui lui donne une envie encore plus de défendre la cause des Noirs américains et de chanter cette chanson interdite pour dire voilà ce qu'on vit au quotidien dans le sud des États-Unis plus particulièrement. Voilà, ce plan séquence est exceptionnel. Il y a un jeu d'actrice incroyable et bon, il dure pas très longtemps, hein, mais il est magnifique. Alors, il est magnifique parce que
elle est en proie à ses démons, à son impuissance face à une telle situation inextricable en fait. Donc franchement, c'est vraiment bien joué, c'est bien fait et voilà, j'aime beaucoup le réalisateur pour ça, hein. Il faut savoir que Jimmy Fletcher va regretter toute sa vie d'avoir servi Anslinger et le gouvernement américain et il va essayer de se racheter toute sa vie. Il faut savoir que Diana Ross avait déjà interprété le rôle de Billie Holiday, alors je sais plus à quelle époque. Le film s'appelle, juste le nom du film, c'est Lady Sing the Blue. Elle avait remporté un Golden Globe d'ailleurs pour ce film. Et la tragédie, c'est aussi que bon, elle n'a pas vécu très vieille, hein. Billie Holiday, elle est morte très tôt, elle avait 44 ans. Elle est morte le 17 juillet 1959 sur son lit d'hôpital parce qu'elle était complètement droguée. D'ailleurs, son mari essayait de la faire piéger même à l'hôpital. Et donc, Anslinger, sur le lit d'hôpital de Billie Holiday, essaie de lui faire signer encore un truc sur le fait qu'elle était droguée, qu'elle cachait de la drogue, enfin tout un tas de choses. Enfin, toutes les choses qu'il voulait absolument. Il s'est acharné sur elle, quoi. Anslinger, on se demande pourquoi il s'est vraiment acharné sur cette femme. Et le pire, c'est que ce mec, JFK l'a décoré en plus. Et il a pris sa retraite, il avait plus de 70 ans, le mec. Et c'est là où on se dit, quelle pourriture, quoi. Et c'est bizarre parce que JFK qui se disait là pour la cause des Noirs américains, et au final, il décore un mec qui faisait tout pour détruire une femme comme Billie Holiday. Et d'ailleurs, Billie Holiday lui dit, d'ailleurs, avant de mourir, que moi, je vais rester dans l'histoire et tes enfants écouteront mes chansons. Donc, histoire de dire, tu vas, moi, je vais rester, toi, tu n'existeras plus. Moi, mes chansons resteront. Et je trouve ça très bien que, je sais pas si c'est vrai qu'elle lui ait dit ça avant de mourir. En tout cas, quand elle est morte, ils l'ont carrément menottée sur son lit d'hôpital. Enfin, ça va très très loin. Elle est allée loin, Andrade, pour le rôle, parce qu'elle a dû se mettre à fumer et à boire pour avoir une voix un peu à la Billie Holiday. Et elle a perdu 40 livres pour jouer le rôle. Alors 40 livres en kilos, je sais même plus ce que ça fait. Et durant le film, souvent, enfin, à un moment, elle parle à Jimmy Fletcher et elle lui dit qu'elle aimerait danser la valse ou je sais plus quoi. Et dans le générique de fin, on les voit danser la valse tous les deux. Et ça, c'était trop bien pour clôturer l'histoire de Billie Holiday. Enfin, en tout cas, je vous conseille vraiment ce film. Il est vraiment magnifique. Pour connaître l'histoire, il y a des défauts, c'est sûr, hein, sur le film. Mais franchement, dans l'ensemble, moi, j'ai vraiment adoré, quoi. Et l'actrice, elle est géniale. Billie Holiday. Le règne animal, super film. Franchement, un film français de Thomas Kelly, je ne sais pas comment on dit. Franchement, Romain Duris, il est vraiment génial. Mais alors, Paul Kircher, c'est le fils de Romain Duris dans le film. Il est incroyable, ce gamin. Franchement, il joue super bien. Alors, le tournage a eu lieu en mai 2022, à partir de mai 2022 en Nouvelle-Aquitaine. Il aurait dû finir en août. Il y a eu des feux de forêt et donc il a dû prolonger d'un mois, donc ça a dû coûter un peu d'argent en plus. Alors le film a coûté 15 millions d'euros et au départ le film a commencé moyennement au niveau sortie ciné. Et puis au bout de la 6e semaine, il est arrivé à 1 million d'entrées, quoi. Donc vraiment, il a bien marché, hein, ce film. La photographie, elle est superbe, la lumière maîtrisée, les hybrides, ils les appellent les bestioles, sont super bien réalisées. Alors c'est Frédéric Lenné qui est superviseur effets spéciaux maquillage MFX Atelier 69, et puis Cyril Bonjean, superviseur effets spéciaux numériques de VFX NPC Paris. C'est des boîtes qui se sont jointes pour travailler sur ce film et ça fait un super résultat. Alors l'homme oiseau est extraordinaire, en fait toutes les créatures, en fait, la grenouille, c'est une caméléon, super bien faite. Enfin, vraiment un très très beau film. Alors il a eu plusieurs prix, hein, plusieurs récompenses. Je vais vous mettre ça sur l'écran. Alors pour moi, le film traite de l'amour d'un père pour son fils. Alors Romain Duris, c'est François le père, et puis Paul Kircher, c'est le fils Émile. C'est l'acceptation d'un père de laisser partir son fils. C'est un peu ça. À travers cette histoire fantastique où il y a une épidémie a priori et donc des gens sont affectés et se transforment progressivement en animal. C'est divers animaux, hein, d'ailleurs, hein. C'est pas tous les mêmes. C'est les hybrides qu'ils appellent les bestioles. Ils sont pas très sympas avec elles. Et l'histoire se passe, au départ, ils sont dans la voiture, le père et le fils, il y a une petite prise de tête, hein, et puis le fils va sortir de la voiture parce qu'il est pas content,
et puis là, on voit une ambulance qui se fait cartonner de l'intérieur. Il y a des boum boum boum, on voit que la carrosserie, se se déforme, et puis il y a ce personnage qui sort, les portes éclatent et il se fracasse contre les voitures qui sont derrière, puisqu'il y a un embouteillage monstrueux forcément, puisque l'ambulance est à l'arrêt. Et donc Romain Duris, il est là, il regarde, Émile, enfin Romain Duris, on l'appelait François, et Émile, son fils, voit ça, et l'homme oiseau essaye de s'envoler, il tombe devant eux, et il y a ce regard entre Émile et lui, et bon, il a une sorte de truc sur le visage là, il a l'air bien déformé, et il essaye de s'envoler, et on sent qu'il est très novice, hein, il a du mal à voler correctement. Et donc, bah, il se relève, parce que bon, les, les ambulanciers ils sont défoncés, les pauvres. Et là, ils se relèvent tous les deux, et ils vont vers leur voiture, et là, quelle époque, quoi. Donc, comme si que c'était un peu normal ce qui se passe. Et donc, ils étaient sur le chemin pour aller à l'hôpital, parce que Lana, la mère, elle est infectée. Et donc, le docteur leur dit qu'il faut la mettre dans un institut spécialisé, parce qu'ils ont créé un institut pour ces bestioles, les hybrides. Et donc au départ, bah, le fils lui est pas trop content de ça. Le père, bah, il se dit qu'il peut s'occuper de sa femme, mais bon, il accepte au final. Et là, ils sont dans la chambre de la mère, on la voit une silhouette un peu diffuse, on la voit de dos. Et le fils se colle au mur, et là, il y a des grosses griffures sur le mur. Et donc, on se dit, ouais, on va voir ce qu'est la mère. Et la mère se retourne, mais c'est juste un gros plan sur la partie des yeux. Et on voit qu'il y a un regard humain, et puis tout autour, on sent quelque chose d'animal. Il y a des poils, enfin, il y a vraiment un aspect très particulier. Et donc voilà, donc finalement, François et Émile enfin, François va décider d'habiter à côté de l'hôpital où elle va se faire incarcérer, parce que c'est un peu ça, hein, c'est comme une prison. Sur le chemin, ils vont apprendre que le convoi où il y a plusieurs hybrides a eu un accident, et que plusieurs hybrides se sont échappés, d'autres sont morts. Et donc, ils vont voir qu'en fait, la mère n'est pas là, donc elle s'est échappée dans la forêt. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette forêt, il y a plein de personnages hybrides qui se cachent, quoi. Et juste avant, donc en fait, Émile est arrivé dans son école, dans sa nouvelle école, et forcément, il y a plein de questions qui s'opèrent, puisque bon, bah, il arrive en pleine, presque la fin de la période de l'école, de la saison. Et donc, il y a Nina qui lui dit, qui lui pose plein de questions, mais à une vitesse folle, et donc elle lui dit qu'elle a un trouble de l'attention, quoi. Donc, ça devient un peu une copine à lui importante dans l'histoire. Et François, lui, il rencontre Julia, la policière, parce que quand il voit que sa femme s'est échappée dans la forêt, il crise quand même, et elle essaye de le calmer et tout. Et donc effectivement, il va repartir, et là, il va s'arrêter au supermarché parce qu'il y a une invasion de bestioles. Et donc là, il va courir parce qu'il imagine que sa femme est peut-être là. Et là, il arrive au rayon poiscaille, et il y a un homme avec des tentacules. Mais c'est super bien fait, franchement, les effets spéciaux, le maquillage, enfin franchement, pour un film français, c'est super bien fait, comme quoi il y a du savoir-faire en France et qu'il faut continuer. Donc voilà, j'ai adoré cette séquence, parce que bah, c'est là qu'il rencontre Grenouille, qui est cachée sous une étale. Et bah, tous ces gens-là, ils essayent de se sauver, parce qu'on les enferme, alors qu'en fait, ils sont pas malades. Ils se transforment effectivement, mais ils se transforment vers quelque chose qui semble finalement leur convenir, et ils veulent leur liberté, ils veulent rester dans la forêt et qu'on les embête plus, quoi. Ouais, je comprends pas trop les humains qui essayent enfin les humains, parce qu'ils sont humains aussi, hein, donc je comprends pas leur intention de vouloir absolument les étudier, les disséquer, les enfermer, enfin voilà, quoi, pour peut-être apprendre des choses et les guérir. Mais là, on voit qu'en fait, parce qu'en fait, ils se transforment pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. C'est-à-dire qu'ils prennent un aspect animal, ils deviennent l'animal qu'ils incarnent physiquement. Donc en fait, ils n'ont plus cette faculté de penser comme un être humain. Et il y a cette scène aussi qui m'a beaucoup plu, c'est celle d'Émile dans la salle de bain, quand il s'aperçoit qu'il se transforme, en fait, parce il a attrapé le virus, et donc il se transforme en hybride. Et d'un côté, il y a ce mélange, il a peur sur le coup, il crise, et puis après, il y a cette fascination face à cet état animal.
Alors moi, ça m'a fait penser à moi quand j'avais 10 ans et que j'ai commencé à sentir mon corps changer par rapport à la pathologie que j'ai et hem et la peur, la terreur de pas savoir où tu vas, de pas pouvoir raconter ça à qui que ce soit parce qu'Émile, décide de pas raconter et c'est vrai que moi, c'était pareil. Je me disais: «Bah, ça va passer, si je change mais à qui je peux le raconter?» Et quand j'essayais de le raconter à quelqu'un, à ma famille, bah, c'était rien, quoi. Donc en fait, ouais, j'ai eu un petit retour sur moi à ce moment-là, par rapport à Émile qui découvre son corps qui se transforme. Et mais pas le final, c'est lui, il était un peu fasciné par la suite, par, cette transformation parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait, cet état animal, lui convient en fait. C'est comme si son esprit se transformait en même temps que son corps. Il n'a plus ce besoin d'être humain, d'avoir, des portables, des machins, des trucs. La forêt, la nature, la beauté de ce que nous offre, la planète lui suffit, enfin suffisent à ces hybrides en fait. Et il y a cette, c'est assez touchant parce qu'au départ, l'homme oiseau, bah, il va retrouver, enfin Émile va le retrouver dans la forêt, il va l'attaquer d'ailleurs. D'ailleurs François va protéger son fils face à l'homme oiseau qui est très énervé. Il est énervé parce qu'on veut l'enfermer, on veut lui enlever sa liberté. Et donc l'homme oiseau va s'envoler avec cette façon de s'envoler on sent qu'il n'est pas habitué à voler et qu'il apprend tout simplement. Et donc Émile va revenir et il va essayer de lui apprendre à voler et il va lui proposer d'aller au-dessus de la rivière parce qu'au moins quand il tombe, il a moins de risques, quoi. Et donc c'est cette communion entre ces hybrides, j'ai trouvé ça super. Et puis il y a cette petite fille là qu'ils appellent Grenouille, qui est une caméléon et qui est là et qui les suit, voilà, il s'attache à elle aussi. Et puis cette scène où Émile court dans la forêt et qu'il est heureux et qui crie sa joie de, il se sent libre, il se sent libéré et tout, mais son père, voilà quoi, c'est pas comme ça qu'il le voit quoi. Il a envie de garder son fils pour lui quoi. Et d'ailleurs dans cette scène, à un moment, il est dans une grotte et sa mère vient. Et il y a une scène magnifique où on voit sa mère qui est gigantesque. Je sais pas quel animal c'est. Est-ce que c'est un, un gorille? Enfin, je sais pas ce que c'est exactement. Et elle met sa tête contre la tête de son fils. Enfin, ils sont très proches. Et c'est comme une communion avant elle libère cette humanité qui est en elle et qu'elle devienne complètement animale. Et tandis qu'il marche, d'ailleurs, on voit différentes mutations, des serpents, des choses comme ça. Et il y a une scène qui m'a fait bondir de mon fauteuil. Il y a un monsieur qui marche dans la rue, il est tard, il y a les réverbères, et derrière on voit une sorte moi c'était plus un extraterrestre pour moi. Hein. C'était un truc avec des longs bras qui marche à quatre pattes et qui passe furtivement, qui regarde autour de lui et qui passe quoi. Et moi j'ai bondi de mon fauteuil en fait, ça m'a fait un peu flipper ce moment-là. Donc voilà, c'est l'amour d'un père pour son fils, sa protection viscérale. Les hybrides ou les bestioles veulent la paix, ils veulent qu'on les laisse vivre leur vie. La forêt, c'est la protection. Les êtres humains veulent les contrôler, les guérir, alors qu'en fait, eux, ils veulent pas être guéris, ils veulent juste vivre leur vie de cette nouvelle vie qui s'offre à eux, en fait, hein, cette nouvelle façon de voir la vie. Pour les hybrides, ils sont pas malades. Hein. Ouais, en fait, leur vie là, dans cette forêt, c'est la liberté. Ils ont plus d'envie de quoi que ce soit, hormis de manger, de respirer. Enfin voilà quoi. Je pense que le film il parle de ça en fait, de, de cette liberté qu'on a perdue en étant confinés dans nos immeubles, nos machins, nos trucs. Nos portables, nos télés, nos machins. En fait, voilà, on est tellement sollicité, on n'a plus cette tranquillité d'esprit en fait, pour la plupart des gens. Mais je voulais vous parler du plan séquence. Il y a un plan séquence extraordinaire, c'est Émile qui est dans la forêt, qui vient hurler sa joie et tout d'être là. Puis d'un coup, il y a l'attaque des humains. Et là, ça explose, il y a des animaux qui courent dans tous les sens. Et on suit Émile, et c'est un plan séquence d'une minute 30 peut-être, quelque chose comme ça, mais très très bien fait jusqu'à ce qu'Émile se fasse emprisonner par les humains. Ce film, je vous le conseille, il est vraiment très très beau. Cette liberté d'être libre de toute contrainte humaine m'a beaucoup plu. Et puis l'amour de ce père pour ce fils et le fait qu'il doit choisir de le laisser partir ou pas. Voilà. Règne animal. La zone d'intérêt.
Alors ça, c'est un film de Jonathan Glazer. J'ai beaucoup aimé et en même temps, je l'avais vu au cinéma, hein, celui-là. Donc j'ai voulu le revoir parce que il y avait des choses que je voulais vraiment, parce qu'il y a des choses avec les caméras. Alors, il faut savoir que ça a été tourné avec plein de caméras partout, dans la maison, dans le jardin et tout. Et en fait, les acteurs pouvaient exister, ils pouvaient être tout seuls dans une pièce, il y avait des caméras qui les filmaient. Bien sûr, il y a une ligne directive scénaristique, hein, forcément, mais ils étaient libres de jouer comme ils l'entendaient, en fait. Donc c'était super de pouvoir expérimenter quelque chose comme ça. Et donc la zone d'intérêt, c'est une zone d'à peu près 40 km autour du camp d'Auschwitz, en Pologne, où, comme on connaît, hein, l'horreur, hein, durant la guerre 39-45, où on a gazé des millions de personnes. Autour de ce camp, donc cette zone d'intérêt, c'est là où vivaient les familles des SS, des nazis, enfin tout ça, quoi, tout ce que vous voulez. Tous ces gens affreux qui ont causé énormément de souffrance et qui vivaient simplement. Et là, on est dans un jardin, dans une maison magnifique, enfin magnifique entre parenthèses, et tout est beau, le jardin il est magnifique, il y a plein de fleurs, il y a tout ça et tout. C'est l'ouverture du film se fait sur déjà, je tiens à préciser qu'en fait pendant au moins plusieurs minutes en fait, c'est le noir complet sur l'écran et on entend des bruits de rouage, des bruits métalliques, on entend des choses, des chiens qui aboient, enfin je sais plus quoi, mais en fait il y avait énormément de choses qui se passent durant ce noir complet sur l'écran. Et d'un coup, ça commence, on entend des petits oiseaux, ça devient sympa. Et puis il y a cette ouverture assez rapide qui se fait sur une famille qui est en train de pique-niquer au bord d'une rivière, qui s'amuse et tout se passe bien. Donc voilà, comment commence le film. Déjà, la différence entre le son qu'on entend et cette partie-là après, c'est totalement lunaire. Et j'ai beaucoup aimé cette ouverture justement. Surtout, c'est malaisant dans la salle parce que pendant longtemps, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a? On entend un son, mais il n'y a pas d'image. C'est assez déstabilisant en fait. Alors, comme je vous ai dit, ce film, c'est de Jonathan Glazer. Hein, il a écrit, réalisé ce film. C'est adapté du roman de Martin Ami. Et le son est très important. D'ailleurs, ils ont eu des prix pour le son. Hein. Johnny Byrne et Tal Willers qui travaillent au son. La musique, c'est de Mika Chou. Ça a été présenté au Festival de Cannes en 2023 et il obtient le grand prix qui s'appelle Fipreschi. En 2024, il a été nominé à l'Oscar du meilleur film international et l'Oscar du meilleur son. BAFTA en 2024, meilleur film britannique, meilleur film en langue étrangère et meilleur son. Prix du cinéma européen en 2023, meilleur ingénieur du son et César du meilleur film étranger. Alors ça raconte l'histoire de Rudolf Höss et sa famille, donc Edwige, sa femme, hein, qui vivent sur le camp, qui vivent dans une maison tout juste à côté du camp, même carrément des cheminées, enfin des chambres à gaz, quoi. Ça se passe on voit cette femme qui est là, qui se prépare, le jardin, tout est beau, les fleurs, il y a des plans sur les fleurs. Et donc tout est magnifique, et il y a cet homme qui arrive avec sa brouette, avec des paquets dedans, et il les donne à la dame à l'entrée. Alors on ne sait pas si c'est un prisonnier du camp d'Auschwitz ou si c'est un Polonais qui travaille pour eux. Bon, ils n'avaient pas le choix, les pauvres. Et donc dans ces paquets, il y a des habits. Donc Madame Hotz, Edwige va donner quelques habits aux personnes en leur disant vas-y, prenez ce que vous avez envie. Et elle se garde un paquet. Elle a vu ce qu'il y avait dedans, donc elle ramène dans sa chambre et commence à ouvrir. C'est un manteau de fourrure. Elle s'aperçoit que dans la poche, il y a un rouge à lèvres qu'elle pose sur sa petite commode. Enfin, pas commode, sa, sa, sa coiffeuse. Et elle commence à mettre le manteau, elle se trouve super belle, il n'y a pas de souci et tout. Et en fait, on sait pertinemment à ce moment-là que ça a été volé aux Juifs, qui ont été gazés juste après, j'imagine. Donc, mais elle le voit pas comme ça. Elle est, c'est, voilà, c'est normal. C'est comme si que ces gens, c'est pas des êtres humains et elle s'est accommodée de cette vie parce que elle obtient plein de choses. Elle est heureuse, elle a un poste important parce qu'elle est la femme du
du commandant du camp. Donc c'est un poste très, très important pour elle d'être commandant d'un truc pareil et ça lui donne une vie très confortable. Ça fait des années qu'elle vit dans cette propriété, elle a tout aménagé au niveau des jardins, la serre et tout, elle est fière de ça. D'ailleurs, quand sa mère vient, elle lui montre avec fierté tout ce qu'elle a conçu, cet endroit qu'elle a transformé parce qu'à la base, il y avait rien et puis il y a ces murs qui entourent le jardin et on voit ces cheminées, juste au bout là, ces grandes cheminées, qui déversent de la fumée continuellement. On entend toujours ces bruits il y a toujours ces bruits en fait. Tout le temps, on entend ces bruits de métallique, enfin c'est très dérangeant et j'imagine que l'odeur devait être pas mal. Heureusement qu'au cinéma, on voit pas enfin, on sent pas l'odeur, ni en DVD à la maison. Et voilà quoi, elle est super fière, elle est heureuse de montrer ça à sa mère. Elle s'installe même près du mur, là où ils ont fait une pergola, où elles prennent le thé et tout et on sait que derrière, juste derrière là, il y a les cheminées donc forcément il y a les chambres à gaz. C'est très dérangeant d'ailleurs quand j'en parle, je suis pas très bien. Donc voilà, c'est un film qui est très dur à voir, mais qui amène énormément d'interrogations sur, bah, comment on ferme les yeux, parce que voilà, on se dit: «Bah, ouais, mais moi en attendant j'ai une vie confortable donc pourquoi pas exploiter les autres?» et ne pas voir, la souffrance qu'il peut y avoir de l'autre côté, de fermer, toute sensibilité, toute humanité en fait, pour vivre pleinement cette vie qui semble parfaite pour Edwidge. Et puis au milieu du jardin, il y a une piscine et donc il y a un moment, il y a un plan large, parce qu'il y a beaucoup de plans larges, où on voit, un gamin qui monte en haut du toboggan et qui commence à glisser et il y a le plan de l'autre côté et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, il y avait plein de caméras partout. Parce qu'on sent que c'est pas, genre ça a été filmé, on a arrêté la caméra, on a remis la caméra de l'autre côté, c'est pas forcément il y a toujours des plans de coupe qui vont pas, enfin là, on sent que tout est filmé. Ils leur ont dit: «Allez-y, faites votre vie et amusez-vous, et faites, vous êtes dans un jardin bucolique, tout est sympa, allez-y». On sent ça, les enfants s'amusent, et et non, voilà, c'est terrible, mais c'est super bien trouvé d'avoir mis toutes ces caméras. Alors a priori, ils ont caché des caméras, il y a d'autres caméras qui étaient visibles, donc on les a, enlevées, en effets spéciaux. Donc voilà, c'est vraiment super et même dans la maison, c'est comme ça. Il y a un moment, il y a lui qui est à son bureau en train de le soir, c'est calme, sauf qu'on entend, toujours ce bruit métallique, on entend des chiens aboyer, on entend tout ça, on voit de la fumée carrément, plus très, très noire et des flammes, qui sortent des cheminées et puis là, il se lève, il commence à fermer, toutes les portes, les fenêtres, les interrupteurs. On le suit dans la maison, on sent qu'en fait, ils avaient mis des caméras et il doit faire ça et il fait son petit chemin et et il ferme tout. Et il y a un moment, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, les enfants, ils sont pas si, heureux que ça parce qu'il y a la petite fille, qui est réveillée en pleine nuit et qui pleure et on comprend qu'en fait, inconsciemment, ces enfants, ils ressentent que quelque chose ne va pas et ils sont pas bien non plus, quoi. J'ai bien aimé aussi ce plan en négatif, où une jeune femme met des pommes, enfin des fruits, dans les endroits où les juifs travaillent, dans le camp. Elle planque des à manger pour ces gens-là. Enfin, je pensais que c'était en négatif au départ, mais en fait, c'est en caméra thermique. Donc voilà, donc elle risque sa vie parce que si les SS la voient, c'est mort pour elle, hein. Donc j'ai bien aimé ce moment-là. Il y a des scènes très horribles. Alors moi, j'ai trouvé la scène horrible, c'est celle où, c'est au début du film, la caméra est en contre-plongée et on voit le visage de Hertz qui est là et on entend des cris parce qu'en fait, il y a son visage et il y a le ciel. On voit pas ce qu'il y a en bas et on entend des cris, on entend des chiens aboyer, on entend des bruits métalliques, c'est horrible, quoi. Donc c'est comme dans le jardin où il y a cette fête avec tous les enfants où, le plan large, on voit au loin, cette colonne de fumée qui est en fait un train qui arrive en gare, une locomotive qui arrive en gare et on sait qu'elle a des wagons remplis de personnes qui vont être gazées et tout ça, c'est que des choses comme ça qu'on voit au-delà, en fait. Et c'est terrible. Franchement, c'est super bien pensé parce que on n'a jamais vu un film qui parle de guerre.
de cette manière-là. Donc forcément, tout est suggéré, tout est entendu ou suggéré, enfin, par le son, par les images qu'on voit au loin, si on va au-delà du mur d'enceinte du jardin. Et c'est vraiment super bien pensé, en fait, de le voir comme ça, parce qu'il y a vraiment un malaise. Quand on voit ce film, on est mal à l'aise, enfin, moi, j'étais pas bien. Et quand je l'ai revu, bah, c'est plus d'1 an après, parce qu'en France, je crois qu'il est sorti 2023, je crois, ou je sais plus, un truc comme ça. 2023, ouais. Bah oui, il était au Festival de Cannes en 2023. Donc Rudolf Höss est joué par Christian Friedel. Edwidge Höss est joué par Sandra Hüller. Et d'ailleurs, elle joue aussi dans Anatomie d'une chute, hein, que je vais parler après. Alors, le tournage a eu lieu à l'été 2021, à Auschwitz. Hein, vraiment, ils ont reconstruit la maison, le jardin, tout ça, pour travailler sur l'endroit même. Ça devait être quelque chose quand même de... Moi, j'ai jamais visité Auschwitz parce que je me suis dit, à ma sensibilité, je vais pleurer. Déjà, j'ai fait le mémorial de Caen, j'ai pas arrêté de pleurer après ils avaient passé un film sur les camps, et j'ai été vraiment très très mal, quoi. J'étais pas bien du tout, donc je me suis dit, j'ai trop d'empathie, donc en fait, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, hein, de voir ça. Je pense pas aller un jour voir le camp d'Auschwitz. Ouais, alors les lumières naturelles, c'est vraiment ce qu'il y a le plus dans ce film, hein. Ils n'ont pas joué avec des projecteurs ou quoi que ce soit, enfin pas pour, peut-être pour des scènes intérieures, j'en sais rien. C'est beaucoup de plans larges. Il y a aussi une scène qui m'a fait flipper, c'est quand il invite ses supérieurs, ou je sais pas, c'est des personnes du même rang, j'en ai aucune idée. Ils sont tous là avec leurs grandes bottes et leurs costumes de SS. Et il leur soumet l'idée de faire en sorte qu'on puisse gazer le plus de personnes avec un nouveau système. Donc il parle de ça naturellement, pas de problème. Et il y a une autre scène où c'est vers la fin où en fait il est muté à Berlin. D'ailleurs sa femme ne veut pas partir, hein. Quand il est muté à Berlin, elle lui dit non non, moi je reste ici, j'ai créé le jardin, je suis bien ici, on est heureux avec les enfants. Enfin, quand elle dit ça, moi je suis allée au bord de la rivière parce qu'elle l'a poursuivi, parce qu'il lui dit dans la maison, mais lui il a plus envie de l'entendre et il se barre. D'ailleurs il trompe sa femme aussi, hein, pendant qu'on y est. Donc c'est une relation assez particulière avec sa femme. Et elle lui montre que bah, il peut aller vivre là-bas, et puis elle reste ici avec ses enfants. Donc on se demande si elle aime vraiment son mari aussi. Donc voilà, quoi. Pour elle, la vie qu'elle rêvait d'avoir. Et en parlant de ça, sa mère qui était venue la voir, à un moment, elle se réveille la nuit et elle entend tous ces bruits, elle voit le feu de ses cheminées, parce que ça tourne à plein régime le soir, et elle comprend qu'il y a quelque chose d'atroce qui se passe. Et d'ailleurs, le bébé hurle, donc ça veut dire que le bébé, il ressent les choses. Un bébé de sa fille, hein, qui a 1 an peut-être. Et en fait, on sent que ça va pas chez les enfants. Il y a un truc qui va pas. Et qu'eux, ils ressentent des choses. Parce qu'un petit ressent beaucoup de choses, comme les animaux d'ailleurs. Et donc voilà, elle décide de partir. Elle laisse une lettre à sa fille et elle s'en va. Elle dit rien, elle s'en va. Et sa fille lit la lettre, et d'ailleurs elle la brûle, parce que je pense qu'à mon avis, ce qu'a dit sa fille dans sa lettre ne lui a pas plu. Et parce qu'elle veut rester dans son monde idyllique, ses fleurs, ses machins. D'ailleurs, à un moment, il y a un gros plan sur les fleurs, puis d'un coup, tout est rouge. Oh, c'est le sang, quoi. C'est la terreur, l'horreur absolue. Alors, ouais, et puis à Berlin, lors de Rudolf Höss, à Berlin, à un moment donné, il y a une fête, et c'est sympa, hein, c'est dans une sorte de théâtre, je sais pas quoi, et il voit tous ces gens, et en fait, il imagine comment il pourrait gazer tout le monde d'un seul coup. Le mec, il est complètement, c'est même plus, pour moi, c'est pas taré, c'est le mec, il est machiavélique, quoi. Donc voilà, quoi. Et puis vers la fin, bah, on le voit vomir dans les escaliers. On se demande pourquoi. Moi, je me suis posé la question, pourquoi il vomit? Est-ce que c'est parce qu'il se rend compte que ce qu'il fait, c'est atroce? Ou est-ce qu'il, voilà, quoi, est-ce que c'est son corps qui réagit inconsciemment, en fait? Parce que lui, je crois pas qu'il sente que ce qu'il fait, c'est atroce. Je pense que c'est son corps qui réagit. Et là, on voit actuellement le musée d'Auschwitz, hein, les gens nettoient les parties où les gens viennent visiter, et dans les vitrines, il y a des restes d'accessoires, de vêtements, tout ça, des gens qui ont été déportés. Et donc voilà, et puis cet homme, cet horrible Rudolf Höss,
on revient sur le couloir où il est et il descend l'escalier et plus il descend, plus c'est la noirceur totale. Voilà, donc je vous ai raconté la fin, mais en fait, je vous ai raconté ça c'est très décousu ce que je vous dis. Je vous conseille de le voir, au moins une fois parce que si vous l'avez pas vu, je pense que beaucoup de gens l'ont vu ce film parce que vraiment, ça fait se poser beaucoup de questions. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent: «Ouais, il se passe rien dans ce film et tout», mais c'est parce qu'ils savent pas regarder. Ils comprennent pas, ce qui se passe et voilà, parce que c'est lent. C'est pas un film, de guerre classique comme on l'entend, hein. Il y a pas de boum boum, c'est juste des sons et c'est vrai que les ingénieurs du son là, qui ont travaillé dessus, bah, pour moi, ils méritent, leur prix, hein. Parce que ouais, je recherchais les sons Johnny Byrne et Tarn Willers. Voilà, pour moi, franchement, c'est et la musique, Pikachu est très bien aussi. Donc voilà, Jonathan Glazer, avait fait un film 10 ans avant, c'est-à-dire qu'il met 10 ans, pour faire un film, enfin, il démarre un film 10 ans après et là, a priori, il s'est remis sur un nouveau film, donc il a pas attendu 10 ans puisque ce film-là est sorti en 2023 quand même. Voilà. La zone d'intérêt, franchement, je vous conseille, de le voir. Mais il faut avoir le cœur un peu accroché. Alors, Anatomie d'une chute, alors, même actrice qui joue dedans, hein, elle est vraiment géniale cette actrice, hein, Sandra Hüller. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors, quand je dis beaucoup aimé, c'est-à-dire c'est très lent. On se demande, moi je savais pas de quoi parlait le film, je l'ai pas vu au cinéma, hein, je l'ai vu en DVD là, avec la bibliothèque. Franchement, c'est un film que je suis pas allée voir au cinéma parce que, bah, il me donnait pas plus envie que ça. On en parlait beaucoup. C'est un Oscar du meilleur scénario original. Donc, il a eu la Palme d'or à Cannes en 2023. Donc c'est marrant parce qu'ils sont sortis à peu près à la même période, hein, Zone d'intérêt et Anatomie d'une chute. Donc cette actrice, en 2023 a quand même eu une grosse actualité. Alors Milo Mercado Graner, c'est Daniel le fils. Alors moi au début j'ai pas fait attention qu'il était aveugle en fait. Quand il sort, il a des lunettes noires, il a un chien, mais j'ai pas tout de suite percuté qu'il était aveugle en fait. Donc il sort avec le chien et c'est assez marrant parce que bon il marche. Je me suis pas rendu compte en fait parce que bon il avait pas l'air de marcher vite, il y avait pas de souci. Parfois comme c'est de la neige, on se dit bah c'est normal qu'il glisse. En fait, juste avant, en fait, qu'il sorte de la maison, sa mère, Sandra, est en train d'être interviewée par une jeune journaliste, à un moment, il y a de la musique très forte et en fait, c'est son mari au grenier qui met la musique à fond juste, peut-être pour la faire chier, on sait pas. On connaît pas encore l'histoire de cette famille, donc elle est obligée de cesser l'interview, donc la journaliste repart dans la neige avec sa voiture et quand le garçon revient, bah, son chien commence à aboyer et donc il tombe sur son père qui est au sol, il est mort. Donc voilà, donc c'est ça l'anatomie d'une chute, c'est qu'il va falloir déterminer s'il est mort parce qu'on l'a poussé ou s'il est mort parce qu'il est tombé. Donc forcément Sandra a du mal à partir avec la justice, hein, parce que tout le temps à croire que c'est elle qui l'a tué, parce qu'il y a eu une dispute, il y a eu un enregistrement, parce que lui il filmait tout ça. Il était en colère parce qu'elle avait du succès, parce que c'est une journaliste, enfin c'est une écrivaine allemande qui a du succès, et lui il en a pas, et qu'elle lui a piqué une idée soi-disant dans un de ses manuscrits. Donc il y a tout un procès et tout sur qu'est-ce qui s'est passé dans son couple pour que ça en arrive à ce qu'elle peut-être tue son mari ou qu'il se suicide tout simplement. Daniel a un doute à un moment sur sa mère parce qu'il ne sait pas. Daniel, l'enfant, il joue super bien son personnage, quoi. J'ai adoré ce personnage. Alors je pense qu'il est vraiment aveugle, hein, j'imagine. Vous me direz hein, en commentaire si c'est ça. Alors Justine Triet en 2023 a eu la Palme d'or à Cannes, donc c'est la troisième femme, je crois, à avoir cette prestigieuse récompense, hein. Et puis bon, le film a eu énormément de récompenses par la suite, hein. Donc voilà, je vous raconte pas plus parce que là, la vidéo elle va être trop longue, parce que franchement, on va accélérer sur les derniers films. Anatomie d'une chute, je vous la conseille. Je vous conseille ce film, il est vraiment bien. Et franchement, Sandra Hüller, je l'ai pas revue depuis, mais je trouve qu'elle est extraordinaire comme actrice. Alors, ce film est sorti en 2015, c'est L'épreuve. Alors je l'ai pris parce qu'il y a bien sûr Juliette Binoche, mais surtout parce qu'il y a Nicolas Costa-Waldau, Jamie Lannister dans Game of Thrones, hein, super personnage.
D'ailleurs, il a la coupe qu'il avait dans la 3e saison de Game of Thrones, donc je pense qu'il a été tourné entre la 3e saison et la 4e saison de Game of Thrones, parce que dans la 4e saison, il a les cheveux tout courts. Eric Pope est le réalisateur. Alors ça a été présenté au festival du film du monde de Montréal en 2013, mais en France c'est sorti en 2015. Que ça a été tourné à Dublin en Irlande, à Kaboul en Afghanistan. Alors c'est l'histoire d'une reporter photo qui ne vit qu'à travers tout ça, quoi. Les zones de guerre, ça l'attire. Elle a envie de montrer au monde ce qui se passe, hein. Donc c'est quelque chose de très important. Sauf qu'à ce moment-là de sa vie, bah, elle a quand même une fille, une adolescente, hein, et son mari, il en a marre, quoi. Il se dit un jour ou l'autre, elle reviendra pas vivante, parce que là, en fait, elle a eu un grave accident parce qu'elle a filmé une femme qui préparait un attentat. Donc ça commence comme ça, hein, elle filme tout ce passage-là, elle photographie tout ce passage-là, c'est pas filmé, c'est photographié, tout le passage où tout ce cérémonial pour mettre les bombes autour de son corps, puis après la burqa pour dissimuler tout ça. Elle part même, elle veut monter dans la voiture et aller jusqu'au dernier moment, quoi. Et là, à un moment donné, bah, ça se passe mal et ils sont arrêtés. Et donc, elle est dans la voiture. Heureusement, elle est sortie juste avant. Et donc, elle prévient tout le monde que ça va exploser parce que l'autre, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle actionne la bombe. Et en fait, c'est terrible parce que bah, tout explose autour. Il y a plein de morts et elle réalise que bah, c'est quand même atroce, quoi, ce qui se passe. Donc, parce qu'elle a voulu suivre ce convoi, elle a cautionné finalement d'une certaine manière ça pour montrer au monde que ça existe, qu'il y a des gens qui se font exploser comme ça pour une idéologie. Alors bon, on comprend ces femmes afghanes qui sont maltraitées, on en parle juste avant dans Parvana, et donc leur envie de détruire un maximum de talibans. Mais franchement, là, on se dit, c'est hard quand même d'arriver à couvrir un truc comme ça. Après, je juge pas, hein. Je pense que il faut des reporters de guerre, il faut des gens qui amènent la réalité au monde, quoi, qu'on puisse voir ce qui se passe vraiment dans ces pays-là, dans des pays en guerre, parce que je pense qu'elle est pas seulement allée en Afghanistan, elle est allée dans plein de pays du monde, dans des pays africains, dans plein de pays pour couvrir des guerres. Et là, son mari, effectivement, elle revient dans cet état-là où elle est quand même, elle a failli mourir, hein. Et là, il lui dit, il faut soit tu arrêtes, soit on divorce, quoi. Donc voilà. Donc c'est cette histoire-là qui est contée, ce cheminement dans sa tête. Est-ce qu'elle elle peut arrêter? Parce que c'est comme un truc d'adrénaline pour elle de faire ce boulot, quoi. Et elle peut pas arrêter comme ça. C'est son moteur dans sa vie. Donc voilà, c'est un film que je recommande. C'est sans prétention, mais ça raconte une histoire d'une femme reporter de guerre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, The Time Traveler's Wife. Alors, en fait, j'avais déjà vu le film au cinéma en 2009 avec Eric Bana, parce que j'adore cet acteur. Alors, le roman est de 2003, hein, il s'appelle Le temps n'est rien, d'Audrey Niffenegger. Je sais pas si je dis bien le nom. Alors, la série américano-britannique est en 6 épisodes, de 45-50 minutes à peu près. Elle date de 2022, donc c'est HBO qui la diffuse, HBO Max, en France sur OCS. Alors, le réalisateur, c'est David Nutter. Alors, David Nutter, il a fait des épisodes mémorables d'X-Files, et il a fait l'épisode hallucinant de Game of Thrones saison 3, épisode 9, les pluies de Castaner. Donc, qui est les noces pourpres, en fait. Donc, c'est un épisode extraordinaire qui a eu le prix Hugo pour le meilleur épisode de série TV en 2014. Alors, il a fait X-Files, comme je vous dis, il a fait le pilote de Smallville, mais enfin, il a fait beaucoup de choses, hein, David Nutter. Moi, j'aime beaucoup ses réalisations. Alors, il y a les acteurs, c'est Rose Leslie et Theo James. Alors, Rose Leslie, elle a joué dans Game of Thrones. C'est Ygritte dans Game of Thrones, hein, qui meurt en saison 4. Et Theo James, il avait joué dans Divergente, hein. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui a 6 ans et qui un jour, elle se promène dans les abords de sa maison, dans les bois, et il y a Henri qui lui apparaît. Alors il est tout nu, le mec, parce que il lui dit qu'en fait il vient du futur et qu'il la connaît dans le futur et qu'elle va devenir sa femme.
Et donc voilà, donc c'est en fait un film complètement surréaliste parce que il fait des bonds dans le temps depuis toujours, depuis qu'il est très jeune, depuis le jour où il y a eu un accident et en fait il s'est téléporté hors de de la voiture et il a vu l'accident qui a coûté la vie à sa mère en fait. Et donc à côté de lui il y avait un homme qui était là avec une couverture et qui lui explique qu'en fait il est lui adulte et que qu'il est là pour protéger quoi. Et donc en fait voilà, il fait des allers-retours et donc Claire, elle va elle va le rencontrer en réel parce que là c'est toujours des rencontres dans cet espace bucolique, hein, on va dire. Et il lui dit à chaque fois à quel moment il va la voir en fait. Et donc ça peut être un moment où il a le type a 45 ans, ça peut être un moment où il a 25 ans. Enfin, c'est toujours des âges différents. Il n'a pas du tout la même tête. Enfin, 25 ans, non, je pense que c'est plus de 30 ans à chaque fois. Parce que quand elle le rencontre en réel, parce qu'à un moment donné, forcément, il va croiser son chemin, mais là, il la connaît pas puisqu'il l'a jamais vue, parce qu'il ne sait pas qu'il va la rencontrer dans le futur. Et donc elle lui dit voilà, bon c'est dans une bibliothèque, elle lui dit écoute tu vas devenir mon mari et tout. Donc là elle a 20 ans et elle tout ce qu'elle veut c'est lui sauter dessus. Hein. De toute façon elle est amoureuse de lui depuis l'âge de 6 ans. Et donc voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. C'est fantastique, c'est une histoire d'amour, c'est très beau. Donc je vous le conseille, que ce soit le film Hors du temps qui est un condensé hein, du livre, alors que ça c'est vraiment il y a toute l'histoire hein, de A à Z puisqu'il y a quand même plusieurs épisodes. Alors, Everest 2015. Alors moi, ayant un handicap, franchement, pulmonaire, franchement, quand je vois des mecs qui sont capables de monter sur l'Everest alors qu'il n'y a pas d'air et qu'ils vont bousiller leurs poumons, ça me choque. Forcément, c'est sport d'extrême où on veut absolument monter sur un... J'ai du mal à comprendre qu'on ait envie d'aller risquer sa vie, sa santé pour monter sur le toit du monde comme si c'était important d'être au-dessus de tout le monde, quoi. Surtout quand on sait aujourd'hui l'Everest, c'est une vraie poubelle. Les gens, ils montent, ils laissent tout leur détritus. C'est plus vraiment écolo de monter sur l'Everest. Hein. Alors, c'est un film islando-britannique réalisé par Balthazar Kormákur. Alors, la musique, c'est Dario Marianelli. Alors, c'est celui qui a fait la musique des films de Joe Bright, Orgueil et Préjugés. Il a fait Reviens-moi, enfin voilà, quoi. J'aime beaucoup ce compositeur. Alors, il y a plein d'acteurs connus, hein, Jason Clarke, Josh Brolin, John O'Keefe, Robin Wright, Sam Worthington, Keira Knightley, Emma Watson et bien sûr Jake Gyllenhaal. Et c'est une histoire vraie. C'est ça qui est tragique. En 1996, c'est une expédition, il y en a deux, qui est orchestrée par Rob Hall et Scott Fischer. Et en fait, ça va coûter la vie à 8 personnes, dont eux-mêmes. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça tragique, parce que voilà, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse risquer sa vie quand on a la chance d'avoir une bonne santé, de risquer sa vie pour grimper sur le plus haut sommet du monde ou quel que soit le truc quoi. Alors, je vais aller vite là. La vie rêvée de Miss Fran. Alors c'est un film qui est sorti en janvier 2024. Je voulais aller le voir, je l'avais même mis sur ma vidéo sur les films du premier trimestre 2024. Alors c'est un film qui est sorti juste avant Pauvre créature, que j'avais été voir au cinéma quand même, parce qu'il était passé dans mon cinéma de quartier, il n'y avait pas trop de monde, donc je pouvais y aller. Et celui-là, bah, il n'a pas été beaucoup distribué. Il y a beaucoup de films comme ça qui ne sont pas distribués. Donc La vie rêvée de Miss Fran, je l'ai raté à cause de ça, parce qu'il était dans quelques salles sur Paris, je pouvais pas trop y aller. Daisy Riley, super actrice, franchement, moi j'aime beaucoup. Alors en 2024, Daisy Riley avait joué le film Face à la mer, d'après l'histoire vraie de Trudy Egerl, qui est une nageuse dans les années 20. D'ailleurs, elle avait été aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris. C'est un film réalisé par Joachim Renning. Et franchement, j'ai beaucoup plus aimé Face à la mer que celui-là. Bon, c'est pas du tout le même genre d'histoire. Alors cette histoire-là, elle est assez sympa parce que moi, ça m'a fait penser au départ sur le speech à Odette Tout le monde, un film que j'ai beaucoup aimé, où la femme imagine tout un monde autour d'elle, réalise qu'elle vole. Bah, elle, c'est un peu pareil, elle vole, elle voit des choses. Il y a un moment, elle est dans un immense open space et il y a un serpent qui se promène derrière elle. C'est assez particulier, il y a des images un peu folles. Alors Fram, elle vit dans une ville portuaire de l'Oregon, elle travaille dans une entreprise, elle est assez discrète, elle parle avec personne,
elle est timidement maladive. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est vraiment fermé, quoi. Et même quand il y a un pot de départ, à un moment donné, elle vient, elle prend un truc à manger, elle s'enfuit sur son bureau, quoi. Et un jour, il y a un Robert qui arrive et donc il y a une histoire qui s'opère entre eux qui est très très belle. Donc voilà, je vous le conseille. Alors très calme comme film, très très posé, voilà. Et on va finir par Là-haut, qui est un film, je pense que beaucoup de gens ont vu en 2009. Hein. Pete Docter et Bob Patterson réalisent et écrivent le film. C'est le 10e long métrage des studios Pixar. Alors c'est l'histoire de Carl, un monsieur de 78 ans, je crois à peu près, il a plus de 70, qui a perdu sa femme, avec qui il a vécu une vie merveilleuse, où il l'a rencontrée, ils étaient très jeunes, enfants, et ils ont vécu toute leur vie ensemble, et puis elle est tombée malade, et ils avaient un rêve, c'était de partir dans un endroit, je sais plus, au Guatemala, ou je ne sais plus, ou à d'autres, et en fait, ils ont jamais réalisé ce rêve. Et là, en fait, dans l'endroit où ils vivent, bah, progressivement, toutes les maisons, c'était une petite ville super tranquille avec plein de petites maisons, progressivement, les immeubles ont remplacé les maisons, et c'est le seul et enfin, il veut pas partir, quoi. Et donc les promoteurs essayent de le faire partir par tous les moyens, et le seul moyen qu'ils trouvent, c'est de le faire interner en maison de retraite parce que soi-disant il serait pas capable de vivre tout seul chez lui. Et donc là, sur ce, bah il y a un jeune garçon, un scout, qui tape à sa porte et et donc il s'appelle Russell et il est super jovial et tout, et bah lui il lui dit oh j'ai pas besoin de ton truc là, parce qu'entre temps il a gonflé plein de ballons à l'hélium et donc la maison va s'envoler, et Rudolph il est resté sur le perron. Donc voilà, il va s'envoler avec lui vers cet endroit paradisiaque, et donc il se passe plein d'aventures. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je pense que celui-là vous l'avez vu, hein. Il est sorti il y a très longtemps. Donc voilà, mais c'était très intéressant de pouvoir étudier tous ces films et de dresser tout un topo. Voilà, c'est 11 pages d'écriture, hein, sur ces films. Et voilà, bah, je suis très contente. Bon, ces films, hein, il y a quand même un qui est une série télé, hein, dont je vous ai parlé. Et puis j'avais pris Succession. Et j'ai pas trop aimé, en fait, c'est pas trop mon style. Et puis je voudrais vous faire une vidéo un peu plus tard sur Breaking Bad. Et puis je vous ferai une vidéo sur Life of Chuck sur le TikTok, parce que voilà, je vais pas faire une vidéo dédiée à ce film-là, ou sinon peut-être une vidéo sur plusieurs films que j'aurais vus. Bisous les héros, n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez. Merci, merci, bisous, bisous.